Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alphon pour un second chapitre du protocole UJRP. Donc le protocole qu'on a déjà vu dans la formation ICND2 et qu'on va détailler dans cette formation route. D'accord? Alors comme plan pour cette vidéo, donc on va commencer par une présentation du protocole UJRP. On va voir les caractéristiques de base de ce protocole. Et après, on va le classifier donc dans la famille des protocoles vecteurs à distance, donc une notion qu'on a déjà vue dans la formation ICND2. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va détailler pour ce cours route. Donc à travers cette vidéo, nous allons présenter ce protocole et voir les caractéristiques de base. Donc nous commencerons par les notions à connaître, les plus importantes, avant de passer au fonctionnement et les fonctionnalités avancées. Donc quant à la pratique, donc elle fera l'objet de plusieurs vidéos. Donc vous allez voir après, on va faire plusieurs vidéos pratiques. D'accord? Comment configurer les fonctionnalités basiques et avancées du protocole UJRP. Alors, donc avant de voir comment fonctionne ce protocole, attardons-nous sur ses caractéristiques de base. D'accord? Donc l'UJRP est un protocole propriétaire à Cisco et qui est devenu standard, ça ne fait pas longtemps. Pourquoi on parle toujours de propriétaire à Cisco? Parce que pour le moment, il n'est pas encore intégré dans les firmware ou bien des iOS des autres constructeurs. Donc pour le moment, il n'est supporté que par les routeurs Cisco. Mais dans quelques mois, peut-être quelques années, donc on peut configurer, après on pourra configurer le protocole UJRP entre des routeurs Cisco et des routeurs non Cisco. Alors c'est un protocole qui fait partie des protocoles EGP. EGP, ça veut dire quoi? Interior Gateway Protocol. Donc là on parle de routage interne à l'intérieur d'un même AS. Donc il s'agit d'un protocole de routage interne au même titre que le protocole RIP, que le protocole OSPF, que le protocole IJRP, donc tous les protocoles qu'on a déjà vus dans l'ICND2. Donc on parle toujours des protocoles IGP justement pour cette formation. Donc on va voir le protocole qui fait partie de la deuxième catégorie des protocoles EGP. Alors, deuxième famille des protocoles EGP. Donc EGP, ça veut dire quoi? Exterior Gateway Protocol. D'accord? Et justement, pour cette formation route, donc on va découvrir le protocole BGP. D'accord? Mais pour le moment, donc on parle du protocole UJRP, donc qui fait partie de cette catégorie de protocoles de routage, les protocoles de routage interne. Ça veut dire quoi? Alors, donc là, on parle d'AS. AS, ça veut dire quoi? Ça veut dire Autonomous System. Donc, pour faire simple, on va dire que c'est des protocoles qui travaillent au niveau d'un même domaine d'administration. D'accord? Et c'est ce qui fait la différence avec la deuxième catégorie de protocole de routage comme BGP. Donc, c'est le protocole qui fait le lien entre deux ou plusieurs AS différents. D'accord? Donc, contrairement au protocole UJRP qui fonctionne au niveau du même AS, donc tous les routeurs appartiennent au même domaine d'administration. Donc, ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que le protocole UJRP est un protocole de routage interne comme le protocole RIP, comme le protocole OSPF. Alors, maintenant, on va passer aux caractéristiques de base du protocole UJRP. Donc, comme tout protocole de routage, le UJRP, il a une distance administrative qui est de 90 pour les routes internes et de 170 pour les routes externes. Donc là, le protocole UJRP donne deux valeurs différentes. Il fait la différence entre les routes internes et les routes externes. D'accord? Un petit refresh, qu'est-ce que c'est qu'une distance administrative? Donc c'est la valeur qui est affectée pour un protocole de routage au cas où un routeur, par exemple, il a deux chemins ou plusieurs chemins vers une destination quelque part, un réseau X. Et le routeur, il trouve avec le protocole, sachant qu'au niveau de ce routeur, donc il y a le protocole par exemple UJRP qui est configuré, notre protocole OSPF par exemple. On a les deux protocoles qui sont configurés au niveau du même routeur. Alors l'UJRP trouve un chemin en passant par ce routeur, par exemple, on a deux routeurs.
Donc il trouve un premier chemin en passant par, il trouve un chemin en passant par ce routeur vers le réseau X. Et pareil, l'OSPF, il trouve un chemin. Donc ça, c'est le protocole OSPF. Il trouve un chemin passant par le même routeur. Donc là, le routeur, il va poser la question, est-ce que je vais prendre le chemin du protocole UJRP ou bien le chemin du protocole OSPF, d'accord? Donc, alors, pour faire mieux, on va dire que le routeur, à travers l'OSPF, il a trouvé ce chemin. Donc, est-ce qu'il va choisir ce chemin choisi par le protocole UJRP ou bien ce chemin choisi par le protocole OSPF? Donc, c'est là où la distance administrative intervient, d'accord? Donc, si les choses sont laissées par défaut au niveau de ce routeur, il va choisir quel protocole? Il va choisir le protocole EIJRP. Pourquoi? Parce qu'il a une distance administrative qui est inférieure à la distance administrative du protocole OSPF qui est par défaut de 110, d'accord? Par contre, celle du protocole UJRP, donc là c'est dans le cas où si c'est une route interne, hein, d'accord? Si c'est une route externe, là il va choisir le protocole OSPF. Donc là on prend un exemple simple. Si c'est une route interne, le routeur il va choisir le chemin choisi par le protocole EIJRP avec la valeur par défaut de la distance administrative. Et lorsqu'on dit par défaut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut changer, d'accord? Alors, donc, distance administrative du protocole UJRP 90 pour les routes internes et 170 pour les routes externes. Le protocole UJRP utilise le protocole RTP pour la communication entre les routeurs ou bien entre les voisins, d'accord? Donc, la communication UJRP, ça se passe entre les voisins. Donc, lorsqu'on a une relation UJRP entre deux routeurs. Donc, il y a des paquets qui circulent tout le temps et c'est du RTP. Alors, juste à ne pas confondre, donc RTP ici, c'est Reliable Transport Protocol, juste à ne pas confondre avec le Real Time Protocol qui est utilisé pour la téléphonie, pour la voix sur IP. Alors, c'est un protocole qui supporte le VLSM, Variable Length Subnet Mask, une notion qu'on a vue aussi dans le cours ici ICND2. Alors, pour faire une petite révision, c'est quoi le VLSM? Donc, si on prend le même exemple ici, donc on va supposer qu'on a trois sites différents et derrière chaque trois routeurs différents et derrière chaque routeur, on a un LAN, d'accord? Donc ici, je vais prendre le LAN numéro 1. Là, je vais prendre le LAN numéro 2, le LAN numéro 3, d'accord? Alors, vous êtes l'architecte réseau et je vous demande de faire, donc avant de faire quoi que ce soit comme configuration, il faut d'abord donner des adresses, d'accord? Il faut créer des réseaux, des sous-réseaux, des adresses IP pour les interfaces, etc., d'accord? Donc, vous allez passer par cette phase de design de tout ce qui est adressage IP. Alors, si je vous demande de créer des réseaux pour chaque LAN, même pour les interconnexions WAN, d'accord? Donc la solution la plus facile, c'est de faire quoi? C'est de choisir un réseau au pif. Par exemple, ici, je vais donner 10.0.0/8 par exemple. Là, je vais donner 172.16. Là, je vais donner 192.168, etc. Donc ça, c'est très facile de faire ça, d'accord? Pour les interconnexions WAN, pareil, je vais donner 172, 192. Mais la question, est-ce que c'est une solution propre? Est-ce que c'est une solution professionnelle? Le jour où vous aurez un problème sur un serveur quelque part ici, est-ce que ça va être facile pour le troubleshooting de localiser un serveur, quel endroit physique, quel immeuble, quel étage, etc., quel site? Donc là, ça va être difficile, ça va être une perte de temps pour la personne qui va intervenir ou pour faire un audit, pour configurer, pour faire des changements, d'accord? Ou bien pour une nouvelle recrue qui vient d'arriver. Donc il faut expliquer comment on a fait l'adressage IP, c'est quoi tel réseau pour tel site. Donc là, ça devient très très compliqué. Alors, la solution professionnelle, c'est d'utiliser le VLSM. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de prendre une plage. Par défaut, par exemple, on va choisir la plage de la classe A, la 10.0.0.0/8 par défaut. Alors, donc on va faire le calcul, on va dire on a trois sites.
Donc là, on n'a pas beaucoup de sites, ça va être un peu simple pour nous. Donc on va prendre par exemple, on va utiliser le deuxième octet pour le site. Je vais dire par exemple le 10. Alors là, je vais mettre 0.0/16 par exemple. Donc je vais mettre les 3 sites et je vais laisser le deuxième octet vide justement pour mettre le ID ou bien le numéro du site. 10.0.0/16. Alors, donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le numéro du site. Donc là, c'est le site 1, le site 2, le site 3. Donc je vais donner le deuxième octet. Je vais le consacrer pour le numéro du site. D'accord? Alors, donc c'est un /16. Donc là, j'ai créé combien de sous-réseaux? J'ai créé 3 sous-réseaux. Un sous-réseau pour chaque LAN. D'accord? Maintenant, ce qui reste, il reste la partie WAN. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre un 4e sous-réseau, par exemple. Ça y est, on a utilisé les 3 pour les LAN. Donc, je vais prendre un autre, ou bien celui qui vient juste après, 10.4.0.0/16. Donc, l'idée, c'est de faire quoi? C'est de prendre ce sous-réseau et l'éclater en plusieurs sous-réseaux. D'accord? Donc, si on peut utiliser le terme sous-réseau. Donc, ça, c'est le réseau global. Ça, c'est des sous-réseaux pour les LAN. On va prendre la plage qui vient juste après, en /16, qu'on va utiliser, qu'on va éclater en sous-réseau. Pourquoi on dit sous-réseau? Parce que là, ce qu'il nous reste, c'est les interconnexions WAN. Et les interconnexions WAN, on a combien d'adresses IP pour une interconnexion point-point? On a besoin de juste de 2 adresses IP. Donc, un masque /30. D'accord? Donc là, je vais prendre ce 10.4. Il me reste combien de bits pour créer des liaisons point à point en /30? Donc 8 bits plus les 6 bits ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura que les 2 derniers bits qui vont être utilisés pour la partie haute en /30. Donc au final, j'ai combien de bits ici? J'ai 8 plus 6 qui me reste du dernier octet. Ça veut dire que j'ai 14 octets pour créer des liaisons WAN. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que toutes les adresses IP de mon réseau LAN, les différents LAN et le WAN commencent toujours par 10. D'accord? Après, je peux localiser facilement. Par exemple, si je vous donnais une adresse IP 10.2 quelque chose, je vais vite savoir qu'il s'agit du réseau LAN 2. D'accord? Après, pour les bits qui restent, on peut même utiliser, on peut par exemple, pour donner plus de signification à notre adressage, on peut utiliser des bits pour le numéro de l'immeuble, par exemple, si on a plusieurs immeubles ici. Après, on peut utiliser même des bits pour les étages, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, ça va être une solution professionnelle qui permet de localiser physiquement l'endroit de la personne avec son adresse IP. D'accord? Et si je vois que ça commence par 10.4 quelque chose, je vais vite savoir ou bien me rendre compte qu'il s'agit d'une adresse IP qui est utilisée pour le WAN. D'accord? Donc là, surtout si vous avez une station de supervision et vous recevez des messages de log, par exemple, avec des adresses IP. Donc là, ça vous permet d'être réactif, donc de localiser très facilement l'endroit de la personne qui a des messages de log, par exemple, ou bien du serveur, ou bien de la machine. Alors, c'est un protocole qui utilise l'adresse multicast 224.0.0.10 pour la communication entre les routeurs. Ça veut dire quoi? Entre les voisins. Donc, on a cette notion de voisinage entre les routeurs. Donc, 2 routeurs qui sont voisins UJRP, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une liaison physique directement entre les deux. D'accord? Alors, un petit cas particulier, donc pas forcément directement connecté, c'est lorsque vous avez un switch au milieu. Donc là, pareil, je peux avoir une relation de voisinage à condition que les 2 ports là appartiennent au même VLAN. D'accord? Donc là, je peux avoir une relation de voisinage. Donc ça, c'est des choses qu'on va découvrir après. Hein. Donc dans la partie pratique, on va voir tous les cas de configuration. Alors, une particularité de ce protocole qui n'existe pas dans les autres protocoles, c'est qu'il supporte tout ce qui est protocole
niveau 3. Donc là, c'est vrai qu'on parle de plus en plus du protocole IP, mais il faut savoir que c'est un protocole qui supporte l'ancien protocole IPX et AppleTalk. Alors, c'est un protocole, parmi les forces aussi de ce protocole UJRP, c'est qu'il est capable de faire de ce qu'on appelle l'Unequal Cost Load Balancing. Lorsqu'on parle de load balancing, ça veut dire quoi? Le partage de charge. Alors, donc par défaut, le routeur, il fait du partage de charge. Dans quel cas? C'est dans le cas où il trouve par exemple deux chemins. Donc là, j'ai le routeur, il va trouver deux chemins vers le réseau X en passant par deux routeurs différents. D'accord? Sauf que la métrique, elle est la même pour les deux chemins. Donc par défaut, il va faire du load balancing. Par exemple, ici, j'ai 100 et là, j'ai 100. Donc par défaut, il va faire du load balancing entre les deux. Mais par contre, si j'ai deux métriques différentes, donc là j'ai le 100 et là j'ai 50. Donc par défaut, ce qu'il va faire, il va choisir le meilleur chemin. Donc le chemin qui a la métrique la plus faible. Donc il va passer par ce chemin. Donc il va choisir ce chemin. Il y a une métrique inférieure à celle de ce chemin. Alors moi, pour une raison X ou Y, je veux utiliser les deux liens, d'accord? Bien qu'ils ont deux métriques différentes. Alors, avec UJRP, ça, c'est possible avec cette fonctionnalité du load balancing. Alors, pour mieux comprendre, donc on va prendre carrément un petit exemple avec quatre routeurs, donc le routeur R1, R2, R3 et R4. Donc, si je veux, par exemple, j'ai un PC ici et je vais envoyer des données vers un PC qui se trouve ici. Donc à PC à partir de ce réseau, le comportement de R1 par défaut, sachant que la métrique elle est de combien en passant par ce chemin, la métrique elle est de 200. Donc c'est 100 plus 100. En passant par ce chemin, c'est 100 plus 150 et ça donne 250. Donc le comportement par défaut de ce routeur R1, c'est qu'il va envoyer les paquets reçus par R1 à partir de cette machine. Donc il va envoyer à travers ce chemin parce qu'on a une métrique inférieure à celle en passant par ce chemin. D'accord? Alors maintenant, si je veux utiliser les deux chemins, donc ça c'est possible à condition de configurer une petite fonctionnalité qui s'appelle variance, qu'on va découvrir plus en détail dans les prochaines vidéos. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'UJRP a la capacité de faire du load balancing entre deux chemins ou bien plusieurs chemins, bien qu'ils ont des métriques différentes. D'accord? Donc ça, c'est une fonctionnalité aussi qu'on découvre pour le protocole UJRP. Alors maintenant, on va passer à la famille des protocoles de routage. Donc on a vu dans l'ICND2 qu'il y a trois familles de protocoles de routage. Donc il y a les vecteurs distance, il y a les protocoles état de lien, il y a les protocoles Advanced Vector Distance ou bien hybride. D'accord? Alors, donc pour cette partie, on va commencer par une question pour laquelle on doit répondre à la fin de cette vidéo. Donc, vecteur distance ou bien hybride. Alors, le protocole UJRP, est-ce qu'il y a un protocole vecteur distance ou bien c'est un protocole hybride? Pourquoi on pose cette question? Parce que si vous allez sur Internet, vous allez trouver que sur certains sites, vous allez trouver que le protocole UJRP est un protocole vecteur distance. Sur d'autres, vous allez trouver que c'est un protocole qui est hybride. D'accord? Donc nous, on va essayer de voir ou bien de répondre à cette question. Donc pour bien répondre justement à cette question, on va essayer de faire quelques petits rappels des protocoles qui sont vecteurs distance. Ça veut dire quoi? Vecteur distance. Donc si vous avez déjà étudié le protocole RIP, qui fait partie justement de cette famille, cette notion devrait être familière pour vous. Alors on va prendre cet exemple avec les trois routeurs, donc R1, R2, R3. On va supposer qu'on a le réseau 10.3.00/24 derrière le routeur R3. Donc il est directement connecté à ce routeur. Alors, donc le R3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va annoncer au R2, il va lui dire, voilà, si vous voulez joindre le réseau 10.3.00, vous passez par moi. Et R2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose. Donc il va envoyer cette information à R1, il va lui dire, si vous voulez joindre le réseau 10.3.00/24, il faut passer par moi. D'accord? Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que R2 ou bien R1, il ne connaît pas où se trouve le réseau 10300. Il sait que pour joindre ce réseau, il doit passer par le R2. D'accord? Donc R2, c'est lui qui a envoyé cette information à R1. Mais R1, l'information qu'il connaît, c'est juste que pour joindre ce réseau, il doit passer par R2. Donc il n'a pas une vision globale de tout le réseau. C'est pas comme le protocole OSPF par exemple, où chaque routeur a une vue globale sur la topologie. D'accord? Donc ici, le routeur R1 n'a pas de vision globale sur le réseau. Tout ce qu'il sait, c'est que pour joindre le réseau 10300, il faut passer par R2. D'accord? Donc R2 qui lui a dit, voilà, si vous voulez joindre le réseau 330, il faut passer par moi. D'accord? Le réseau est à une distance, par exemple, si on parle de distance, et si on prend exactement le protocole RIP, la métrique du RIP, c'est le nombre de sauts. Donc il va lui dire que si vous voulez joindre le réseau 10300, il faut passer par moi avec une distance de 1. C'est le nombre de sauts. Ça veut dire qu'il faut passer ou bien qu'il faut sauter sur un routeur pour joindre ce réseau. Donc si on veut revenir à notre protocole UIGRP, c'est comme ça que ça fonctionne, mais donc au final on peut dire que UIGRP est un protocole à vecteur distance, mais qui possède certains avantages des protocoles état de lien. Donc les mêmes quelques caractéristiques du protocole OSPF par exemple. Donc parmi ces avantages, on a une notion très importante, par exemple la façon de fonctionnement des mises à jour de routage. Par exemple, on a les tables que le protocole UIGRP va construire. Il va construire 3 tables, d'accord? Donc la table de routage, la table des voisins et la table topologie. Donc on peut dire que c'est un protocole vecteur distance avec des fonctionnalités similaires à des protocoles qui sont état de lien. Et c'est pour ça qu'on utilise le mot, ou bien sur certains sites, sur certains documents, vous allez trouver le mot hybride. D'accord? Ça veut dire qu'il y a les avantages des protocoles vecteur distance et les avantages des protocoles état de lien. Voilà, donc c'est juste pour vous, pour faire la différence lorsque vous tombez sur des sites où ils parlent de vecteur distance ou sur des sites où ils parlent de hybride. D'accord? Donc là, on peut dire que c'est un protocole vecteur distance avec des avantages, ou bien les caractéristiques intéressantes des protocoles état de lien. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, la première vidéo du protocole UIGRP. Donc on a commencé par présenter le protocole UIGRP. On a vu les caractéristiques de base de ce protocole et c'est un protocole qui fait partie de la famille vecteur distance, entre parenthèses on peut dire hybride, dans le sens où on a des avantages, les mêmes avantages qu'on peut trouver sur les protocoles état de lien. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous et je vous donne rendez-vous pour la vidéo prochaine.